Allez, je te présente ma nouvelle position qui représentera 15% de mon PEA. Une action qui a pas mal baissé et de fait, elle représente actuellement pour moi une très belle opportunité, que ce soit en dividende ou en plus-value rapide. On est ce jour le lundi 17 juin et je viens d'enregistrer mon ordre sur l'action Vinci. Je l'ai attrapé à 98,09 € net de frais d'ordre. Je suivais l'action de loin depuis quelques années et je vais te présenter cette entreprise particulière. Et en fin de vidéo, je te dirai ma conservation minimum et maximum de l'action et ce que j'en pense à court, moyen et long terme. C'est parti! Alors Vinci est la seconde entreprise mondiale des métiers, des concessions et de la construction. C'est déjà étonnant quand on sait que Vinci n'est que la 13e capitalisation du CAC 40. Et quand on voit que le CAC 40 c'est 3% du MSCI World qui ne prend en compte que les pays développés, ça montre comme nous sommes minuscules. Pourtant en 2017, elle a même été classée 5e entreprise mondiale dans la construction. Elle est aussi le premier exploitant privé d'aéroport puisqu'elle en détient 70 dans 14 pays selon ses dires. La boîte a 125 ans et elle a été créée par 2 polytechniciens. Je ne parlerai pas des anciens groupes de 1817. Elle s'était avant tout spécialisée dans la création d'ouvrages publics, les ponts, les routes et les barrages, car oui en France on en a quand même beaucoup de barrages. Puis en 1960, elle s'attaque au marché européen et s'introduit en bourse en 1988. Au final, c'est une entreprise très diversifiée et c'est une excellente chose dans ce cas précis. Car comme tu vas le voir, elle a quand même 70% de ses bénéfices en fort danger. Et en fin de vidéo, je te donnerai une opinion très personnelle, plus que je le fais d'habitude sur ce titre. Vinci a une réelle expertise en allant sur des marchés diversifiés, sectoriellement en termes de prestations et géographiquement. Elle est présente dans 100 pays, elle a un réel service de recherche et développement et elle intervient pour énormément de projets liés à l'écologie et aux ENR et même aux data centers. Puis surtout, c'est le premier concessionnaire d'autoroutes en France avec plus de 4900 km d'autoroutes. Pour entrer dans le dur, globalement 57 milliards de capitalisation, CA de 68 milliards, un PE de 12, on va voir si c'est faible ou conséquent au vu de la croissance et de la situation, un ROE de 17, ça m'a surpris, je m'attendais plus à la moitié vu le secteur, un dividende de 4,42%, un payout ratio de 50, pour moi on pourrait monter jusqu'à 65 facile mais je préfère garder cette marge de sécurité. Une marge brute de 16% et une marge nette de 6,73%. Alors pour commencer, j'ai énormément de commentaires, même sur d'autres vidéos, où je vois des gens critiquant des entreprises car elles ont une marge nette autour de 5%. Et il faut savoir que même avec des marges nettes de 3%, une société peut être géniale. Vinci aurait été un placement extraordinaire depuis 15 à 20 ans. En effet, on s'habitue trop au taux de marge de la tech ou du luxe. C'est logique. La tech, ce sont les entreprises les plus célèbres du monde et le luxe, c'est la première expertise de la France. Entre L'Oréal, LVMH, Hermès et Kering, on est gâtés. Ça, ce sont les ratios à l'heure actuelle. Regardons un peu leur évolution. Tout d'abord, triple bon point. Déjà un CA en augmentation quasi constante, malgré le 6,98% sur 20 ans. Avec la crise de 2008, c'est déjà très joli, car la construction a été durablement impactée. Sur 10 ans, on est à 5,48%. C'est un peu faible, mais ce qui me fait très plaisir, c'est que sur 5 années, par contre, nous sommes à 9,52%. Pour une fois, sur des entreprises récentes, on voit que sur 5 ans, elle a eu une plus grande croissance que sur 10 et 20 ans. Sur les grosses boîtes tech, hors Nvidia et les autres gagnants de l'IA, c'est rarement le cas. Même les GAFAM ou les grosses boîtes du luxe ont une croissance plutôt faible que par le passé. Et en plus, en 2020, on a eu le Covid qui a bien impacté Vinci. Donc 9,52% par an, c'est propre. Et pour le résultat net, c'est encore plus beau. Sur 20 années, 11,41%. Et là déjà, c'est très surprenant. Tandis que le CA sur 20 années augmente de 6,9%. Et sur la même durée, le résultat net de 11,41%. Donc le résultat net est presque monté 2 fois plus vite que le CA. Et c'est un signe très important qui montre que l'entreprise a soit baissé ses coûts, soit augmenté ses marges. Elle a donc amélioré d'une manière ou d'une autre son efficience financière. C'est un de mes critères principaux pour juger une entreprise. Si elle a pu faire ça sans avoir de problème de qualité, cela montre souvent un mode ou au moins le talent du management. Plutôt que les résultats nets, il vaut mieux regarder les free cash flow qui seront moins impactés par plusieurs mécanismes comptables. Effectivement, les free cash flow ont augmenté presque 30% plus rapidement que le chiffre d'affaires. Et 9,52% d'augmentation du chiffre d'affaires pour ce secteur, ça reste largement acceptable. Et on ne parlera pas non plus en détail des flux de trésorerie opérationnels qui ont augmenté de 15,44% depuis 5 ans. Comme on le voit donc, elle n'a jamais eu d'aussi bons résultats. Et justement, une accélération de sa rentabilité sur sa moyenne historique peut légitimer le fait qu'elle soit un peu plus chère en termes de valorisation que sur ses données financières plus récentes. Regardons donc sur 5 années.
Et justement, sauf pendant la crise du Covid, où pendant 2 jours elle n'a jamais été à une valorisation aussi faible, il y a 2 ans elle était même à un PE de 23. Et elle a même touché les 40 pendant 2021. Ok, cocotte, sa valorisation semble pas mal et ok, elle est en bonne santé. Mais si c'est pour faire aucune croissance et avoir un dividende nul, j'en vois pas l'intérêt. Et tu sais, les boîtes françaises se font toujours manger par les USA. Et bien justement, sur 30 ans, le S&P 500 se fait largement distancer, vu qu'il a 62 000 euros en moins que l'action Vinci, soit plus de 31% de différence. Tu as pris la seule période où il perd, tricheuse. Et justement, non, sur 25 ans, la différence est bien pire. Puisqu'en ayant investi 10 000 euros sur 25 ans, avec le S&P 500, tu aurais 69 000 euros, et avec Vinci, tu aurais 247 000 euros. Vinci t'aurait rapporté presque 4 fois plus que le S&P 500. Le S&P 500 a fait 8,04% par an, et Vinci 13,69%. C'est marrant car ça montre aussi la performance d'indépendance et expansion versus le S&P 500. Ils ont fait 13,19% sur 25 ans, donc globalement la même chose. Oui, mais toi tu as eu une volatilité de dingue sur une seule action. Elle était presque identique à celle du S&P 500 puisque le S&P 500 a eu en pire année moins 36%, tandis que Vinci a chuté de 38%. Mais à l'inverse, lors de sa meilleure année, le S&P 500 a pris 32%, là où notre champion est monté de 57%, soit presque 80% de plus que la meilleure année du S&P 500. Tu veux encore un exemple ? Ok, prenons sur 20 ans, on est largement dans la période de l'essor des GAFAM, soit les plus grandes entreprises du monde. Et une fois encore, Vinci a fait 13,64% par an, et le S&P 500 a fait 10,35%. Je le précise, c'est bien dividendes réinvestis. Avec la performance du S&P 500 dividende inclus, on se retrouve donc une nouvelle fois avec un portefeuille presque 2 fois plus conséquent sur une action française versus le S&P 500. Sincèrement, je ne pense pas qu'énormément d'actions étaient dans ce cas-là, à part les boîtes du luxe ou certaines boîtes dans le secteur de la santé. Et en ce qui concerne le dividende, on est loin d'être en reste, puisque sur 10 ans, il a augmenté de 8,63% et sur 5 ans de 10,04%. Et surtout, il est versé depuis plus de 24 ans. Une fois encore, on voit donc que l'augmentation la plus récente est là aussi plus conséquente que sur sa moyenne plus long terme. Juste en projection, soyons négatifs et utilisons 8,63% et non une augmentation de 10%. Sachant aussi que vu le payout ratio, nous avons une certaine marge de sécurité. Si on simule sur ces variables, disons plutôt prudentes, nous obtenons un rendement de 10,10% dans 10 ans, si le taux reste le même et que nous n'augmentons pas le payout ratio. Et ce n'est pas étonnant, car justement tous ceux qui ont acheté de l'action il y a 20 ans ont déjà un rendement de 20,41%. Ceux qui l'ont acheté en 2000 ont eu un dividende de 40%. Et ceux qui l'ont acheté il y a 10 ans ont quand même 8,4% par an. Et n'oublions pas non plus le profit de la fiscalité du PEA. Car au final, si Vinci te paie 2000 euros de dividendes et que tu les retires, tu ne payeras pas tes prélèvements sociaux sur 2000 euros. J'ai fait une vidéo sur la véritable fiscalité du PEA, je t'invite à la voir si tu ne l'as jamais vue, pour tout mieux comprendre. Elle a aussi une certaine expertise dans la construction des centrales nucléaires. C'est un signe assez important pour moi, je cherche d'ailleurs le produit idéal pour m'y exposer. Ce sera le thème d'une prochaine vidéo lorsque je l'aurai trouvé. Maintenant, je vais te dire oui ou non si c'est une société que je recommande à moyen ou long terme, le moyen terme étant au moins 10 ans et long terme au moins de 15 à 20 ans. Et tu l'auras compris, c'est une boîte d'une si grande qualité dans ses fondamentaux que je suis obligée de te dire non, jamais je ne la détiendrai à moyen ou long terme. Pour au moins 3 raisons. Numéro 1, les autoroutes ne représentent que 15% du CA, mais 70% du bénéfice. Je trouve ça simplement très dangereux et toxique pour de multiples raisons. Numéro 2, 46% de son CA vient de la construction. C'est bien trop cyclique pour moi et bien trop soumis aux normes écologiques, aux normes européennes. Certes, elle construit des centrales nucléaires et a plusieurs prestations liées aux ENR, ce qui lui garantit une activité minimum, mais au final, ce n'est pas du tout un secteur qui me plaît réellement pour du moyen ou long terme. Troisième point, le business des autoroutes. J'ai entendu toute ma vie l'immense arnaque que les autoroutes représentent dans l'imaginaire collectif, tant la gratuité avait été clamée. Puis en 2015, l'État a négocié un prolongement des concessions pour un prix ridicule. Ils ne peuvent pas être si mauvais. Il y a eu très probablement du copinage. Ça mériterait une vidéo à part entière, tant ça pue la corruption. Et il n'y a pas besoin d'être un enquêteur chevronné pour le sentir très fort. Et plus récemment, nous avons aussi un risque politique. Alors pour ma part, ce n'est pas mes impôts qui les ont financés, donc je ne suis pas particulièrement remontée contre Vinci. Au moins pour une fois, c'est bradé à une entreprise française. Néanmoins, imaginons que c'est une certaine coalition de gauche qui gagne, je pense que les contrats de concession ne vont pas durer longtemps. En fait, j'ai tellement du mal à croire que ça ne soit pas renversé dans l'État à mal négocier et que rien n'intervienne pour casser ces contrats que je serais incapable d'investir pour une longue période. Je vois surtout dans cette action une décorrélation plus grande que la moyenne sur ce titre.
et que les probabilités qu'elle retourne à 113 euros bientôt sont relativement élevées. Je trouve que c'est une position court terme avec un risque modéré, elle est de plus en plus efficiente et a connu une meilleure croissance que par le passé, et elle verse un petit dividende. Il n'en faut pas plus. Néanmoins, ce n'est pas une action que j'inclurai dans des portefeuilles de clients, sauf si c'est vraiment pour 1 à 2 ans maximum, et encore. Néanmoins, malgré tout ça, elle a une performance franchement surprenante, tout en gardant une valorisation très faible. Je pense que les risques que je viens de citer sont largement pricés dans le prix. Néanmoins, je la trouve un peu sous-évaluée. Je pense que vu l'augmentation de certains ratios, un PE de 15 n'est pas fou, et que l'avoir à un prix autour des 125 euros serait pas exagéré. Néanmoins, on voit qu'elle dilue très légèrement ses actionnaires, vu le nombre d'acquisitions qu'elle a fait, c'est acceptable, mais ça doit attirer l'attention. Pour moi, le rachat d'actions est l'une des meilleures manières d'enrichir l'actionnaire, et vu la baisse récente, je pense que cela représenterait une belle opportunité pour l'entreprise. Maintenant, regardons un peu la valorisation actuelle pour avoir une idée du rendement futur. Tout d'abord, je regarde que le montant des free cash flow par action est le bon, c'est le cas, et j'estime qu'elle va avoir une croissance de 8% pour avoir une petite marge de sécurité. Et pour avoir le price sur cash flow, je le laisse en dessous de sa moyenne, ce qui permet d'avoir un petit matelas de sécurité en cas de volatilité. Imaginons qu'elle suit cette tendance, et historiquement ce fut le cas, il faudrait que je l'achète à 97 euros pour avoir 17% par an si elle reste si peu valorisée. L'ayant eu à 98 euros, on peut considérer que c'est le cas. J'annoncerai quand je m'en débarrasserai et on regardera quelques temps après si oui ou non c'était la bonne chose à faire. J'espère que cette petite analyse t'a plu, en tout cas j'ai été surprise plus d'une fois en étudiant un peu le dossier. Mais pour moi, c'est trop contestable. Et déjà, la moitié de l'Europe ne fait rien payer sur l'autoroute. Et en plus de cela, on paie très cher, même si on harmonise le coût de la vie. Nous avons les autoroutes les plus chères. Trop de risques pour moi, que ce soit sur le pôle construction ou autoroute, ou même aéroport. Par contre, je suivrai avec attention la partie ENR et data center. Tu trouveras le lien du sondage dans la description pour le thème de la prochaine vidéo. N'oublie jamais que la meilleure manière d'investir, c'est ne jamais cesser d'apprendre. Et je te dis à très vite!